Bonjour à tous et à toutes. Je vous invite aujourd'hui au nouveau cycle d'investigation de l'Académie de calogérographasie, numéro 75. Et on va se lancer dans cette nouvelle aventure avec Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Anastasia, bonjour à tous. Comme d'habitude, Caroline ne connaît pas le sujet de cette investigation et elle va le découvrir maintenant. Dans la première partie du protocole, je vais poser des questions fixes et dans la deuxième partie, on va explorer le sujet librement. Bien. Est-ce que tu es prête, Caroline? Oui, je suis prête. Bien, on va commencer. Caroline, je t'invite à t'installer confortablement, de fermer les yeux et prendre une respiration très profonde. Je vais décompter de 10 à 1 et tu vas te détendre. 10. À chaque palier, ton corps s'enfoncera dans une profonde détente. 9. Ton corps devient plus lourd. Tu vas plus en plus en profondeur. 8. Tu es très calme. Tu te trouves dans une sécurité totale. 6. Tu vas plus en plus profond. 5. Tu es très calme. 4. Tu es très détendu, très lourd. Ton corps devient très lourd. 3. Tu es très détendu. 2. 1. Maintenant, je vais compter de 1 à 3 et à mon 3, je t'invite à te connecter au mont Atlantide. 1, 2, 3. Connecte-toi au mont
Atlantide. Quelle information perçois-tu ou visualises-tu? Trouve ce mot dans l'espace éthérique. L'information qui est liée avec ce mot. Quelle information perçois-tu ou visualises-tu? Alors, je suis dans un espace très lumineux. Quand je dis espace, tout de suite, ça s'est imposé, un lieu, un paysage, quelque chose de très, très lumineux. C'est une civilisation, un lieu. Et je ressens beaucoup de sérénité, tranquillité. C'est comme si c'était en flottement. D'ailleurs, cet espace, ce lieu, est comme s'il était en flottement, en suspension, dans un espace-temps, mais que ça ne se définit pas. C'est très agréable en tout cas. Bien. Est-ce que tu visualises quelque chose autour de toi? C'est verdoyant, il y a de belles couleurs. C'est épuré. Je reste toujours un peu au-dessus, là. Je vois une étendue. Il y a de la terre et de la mer. Mais c'est comme si c'était dans une bulle, tout cela. Bien. Qu'est-ce que c'est cette Atlantide? Que perçois-tu? Un cadre de vie, oui, quand je dis civilisation, mais même le mot, il est trop simple. Il y a de la vie, je vois, oui, comme des villes, des citadelles, en transparence. Ouais, oui, c'est ça, des constructions qui absorbent et qui réfléchissent aussi la lumière. C'est en transparence, c'est une matière très étrange, à la fois légère et très solide, parce que c'est pas du béton, ni du bois, ni de la pierre, c'est tout en transparence, en beaucoup de lumière. C'est peut-être ça qui renvoie autant de lumière aussi. Et des êtres très, très légers, aérés, aériens. Visualises-tu d'autres choses? En fait, c'est assez animé, hein. Ça circule. Il y a des êtres qui circulent. Et moi, je suis au milieu de ça. Ça circule par suspension. C'est à plusieurs niveaux. C'est très fluide, très léger. Et j'ai pas l'impression qu'ils marchent. J'ai l'impression qu'ils sont suspendus au-dessus du sol. C'est très étrange. Et c'est toujours très lumineux. Quelque chose comme ça de très léger. On va passer aux questions suivantes. Dans le ici et maintenant, qui connaît la vraie nature et histoire d'Atlantide? Hein? Ici et maintenant. Ici et maintenant, qui Ah, connaît ah, la bah, vraie histoire et nature d'Atlantide? c'est le mot personne qui me vient.
Ouais, c'est ici et maintenant, non. Alors, si j'entends ici et maintenant, c'est aussi ici et maintenant que l'Atlantide est. Voilà, comme si c'était une autre dimension, mais c'est là. C'est toujours là. Je ne sais pas si c'est en parallèle, mais c'est là. Ah oui, c'est aussi sur la Terre. C'est peut-être pour ça que je perçois la bulle. En fait, eux, ils ont conscience que nous sommes là. Nous, nous n'avons pas conscience que eux sont là. Oui, bien. Et pourquoi au jour d'aujourd'hui, ne savons-nous pas ce qu'est Atlantide et si elle a vraiment existé? Pourquoi? Parce qu'elles ne nous donnent pas accès, ou pas entièrement. Il y a pourtant des informations qui circulent jusqu'à nous. Oui, je vois comme des transmissions ou pas des échanges, plutôt des transmissions, des connexions. Mais une fois que ça arrive jusqu'à nous, ça s'est transformé ou modifié, ça s'est altéré. Ça ne vient pas sous la forme, le mot c'est épuré, où il y a des parties qui manquent, comme si pendant la transmission, des données étaient ou perdues ou distordues, ou simplement transformées par une manière de comprendre, de percevoir. Alors, il y a différentes représentations, compréhensions de l'Atlantide, et même moi, je sens que ce que je dis sur l'Atlantide que je perçois peut être déformé. C'est-à-dire déformé. Déformé, L'information? c'est parce que c'est traduit par ma perception, mon filtre à moi, mon état, ma vibration. C'est pas juste une histoire de mental, mais c'est aussi une histoire de fréquence et de vibration. Ce que je peux percevoir, c'est lié à, oui, ce que je suis. Bien. On va passer aux questions suivantes. Que se passe-t-il parmi les futurs possibles infinis si l'on découvrait ce que c'est et ce que était Atlantide? Alors, les dimensions se rejoignent. C'est nous qui allons vers leurs dimensions. Bien. Et ainsi, comme si la bulle, elle s'élargit. C'est pas une bulle qui enferme, mais c'est peut-être pour juste matérialiser cette autre dimension. Et nous pénétrons dans cette bulle, c'est-à-dire dans cette autre dimension. Voilà, en évolution, parce que il nous faut cheminer vers ce paradigme, cet espace-temps. C'est pas un lieu en soi, c'est pas un lieu physique. On peut fouiller la terre, on ne trouvera pas. C'est pas parce que c'est pas cette dimension. Il nous faut percevoir autrement
Pour l'instant, c'est de notre point de vue de l'invisible, mais c'est là. Alors simplement, en évoluant, en montant en vibration, parce que je reviens à cette, oui, sensation de vibration, de fréquence, comme s'il fallait nous élever pour atteindre cet espace-temps. Et que se passe-t-il si on découvrait l'existence d'Atlantide? Est-ce que tu visualises quelque chose par rapport à cette question? Qu'est-ce qui se passerait pour l'humanité? Oui, qu'est-ce qui va se passer avec l'humanité, avec nous, avec les humains? Alors ce que j'entends, c'est âge d'or. Pourquoi âge d'or? Comme s'il y avait une plénitude, comme s'il y avait quelque chose à atteindre, ce moment qu'il nous faut atteindre. Mais quand je dis faut, c'est pas une obligation, c'est on va l'atteindre, on y avance. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, la plénitude. Et c'est cette lumière, toujours, qui va de plus en plus se diffuser, rayonner et amener à être dans la vie de manière tranquille, alignée à l'alignement. Je vois c'est pas un faisceau, c'est un flux, circulation, ou peut-être comme un portail, non, quelque chose de plus. C'est pas un tunnel, hein, c'est oui, mais dans une image comme ça de l'alignement, ça nous amène à encore plus de lumière. Et là, vraiment, je suis inondée de lumière, une lumière lumineuse, mais pas aveuglante. Et c'est vers ça qu'on se dirige. Alors après, dans le quotidien, moi, je vois l'évolution de l'humain, l'évolution physique, mentale, intellectuelle, un changement même de l'apparence du corps. C'est bizarre, comme si ça se délestait de choses lourdes. C'est de plus en plus aérien, de plus en plus léger, et alors presque de plus en plus transparent. Oui, c'est vraiment dans ce mouvement d'élévation. Ça s'élève sur tous les plans. Ce n'est plus du tout la même forme de l'humain d'aujourd'hui, mais ça ne se fait pas d'un coup. Je vois des différentes phases. On passera par des étapes, des strates, des niveaux, des couches, petit à petit. Mais il y a en même temps pas tellement une notion de temps. Hein. C'est pas non plus de rythme, mais ça se fait parfois dans la douleur, parce que je sais pas, j'entends aussi qu'il y a de la douleur, de la perte, des phases différentes et des phases parce que tous les individus, tous les humains vont passer par des phases, mais on ne sera pas tous au même plan. Ah, c'est pas le bon mot, niveau, mais c'est pas un niveau de supérieur ou inférieur, c'est bon, peut-être rythme. Chacun ira à son rythme, mais on va tendre vers ça et de plus en plus. Et là, je comprends cette sphère qui s'élargit de plus en plus pour englober l'ensemble.
Parce qu'il ne faut pas aller trop vite. Si c'est d'un coup, il y aura un tel rejet que, je vois que la bulle de l'Atlantique, elle s'éloigne dans ce cas, si ça va trop vite. C'est pourquoi il y a des données qui nous sont envoyées par petites touches pour que l'on digère, que l'on absorbe, que ça s'inscrive et que ce soit, ça devienne naturel, presque ça s'inscrive dans l'ADN sur plusieurs générations, alors ça signifie. Bien. On va passer à la question suivante. Quelle information parmi celles rapportées concernant des mythes et des légendes de l'Atlantide perçois-tu comme ayant un fondement de vérité? Mais comme si, en fait, les habitants de l'Atlantide, mais c'est pas un lieu, ni un pays, ni un continent. C'est une période. C'est une race de l'humanité. Ah oui. Donc, c'est ça. Ouais. Et dans les mythologies au fil des siècles, dans les différentes civilisations humaines, dans ces mythologies, l'histoire des habitants les Atlantes, on dit. Est-ce que Oui. je vais quand même demander voulez-vous qu'on vous appelle? Mais alors j'entends, oui, tu peux dire Atlante, c'est plus facile peut-être, hein, mais en même temps, ils ont différents noms. Mais pour l'instant, tu peux dire juste Atlante. Et donc, certaines mythologies, légendes racontent, voilà, une partie de leur histoire, ou du moins les événements importants, oui, qu'ils ont vécu pour aussi qu'il y ait une mémoire, presque pour prévenir. Mais là encore, ça a été transformé, déformé, récupéré, des versions différentes. C'est comme si... attends, je vois une partie qui s'en va, qui a quitté la Terre. Je vois des grands vaisseaux. Bon, ils sont partis. Ils sont partis où? J'entends, attends, on rentre chez nous. Je sais où, chez vous. Ils sont partis loin, dans une autre galaxie, ouais, très loin. Et d'autres sont restés. Il y a des migrations, ils se sont rassemblés, il y a peut-être différents groupes, et ils ont décidé de se protéger. Ah oui, c'est comme s'il y avait eu des guerres. Et alors, en quoi c'est lié avec les mythologies? Il y a différentes fractions. Oui, c'est ça, différents groupes. Et c'est pourquoi on retrouve dans la cosmogonie occidentale, orientale, peut-être des histoires différentes, mais en même temps, il y a un fond commun. Ça a été développé différemment aux quatre coins du globe, je vais dire, et pourtant, il y a des points communs, c'est ça. Puisque c'est à la base une histoire commune et ensuite ça s'est
séparés en différentes fractions pour développer différemment. Ils n'étaient pas tous d'accord, parce que je vois quand même des conflits, des guerres, des dissensions et des divisions. Même entre eux, il y a certainement eu des trahisons. Ah, c'est bon, je sais pas si je vais trop loin parce que je vois quand même des stratégies, des réunions, des conseils. Voilà. Et oui, les mythes et les légendes viennent d'une certaine réalité, mais les humains, comme s'il y avait eu une involution de l'humain qui a dégénéré. L'humain s'est dégénéré, a perdu beaucoup de savoir, de connaissances et de capacités, a régressé, c'est ça. Et là, nous sommes dans l'évolution pour quitter cette régression. Donc c'est une forme de progression, mais élévation, mais presque simplement pour retrouver les racines. Bien. Et parmi les informations connues, quelle information considères-tu comme n'ayant aucune base de vérité? Je vois la mer, l'océan, l'idée que l'Atlantide est sous les profondeurs de l'océan. Ah oui, l'idée que en fait l'Atlantide est un continent, ce n'est pas un continent. Mais ça a pu être traduit ainsi parce qu'il y a eu des groupes qui se sont posés, c'est le mot juste, à un endroit à différents endroits. Voilà. Et c'est pas forcément directement sous l'eau, sous les océans. C'est là encore une question de dimension. Peut-être que cette dimension, ou que les mers et les océans, ça s'est superposé là. Mais si on peut chercher au fin fond des eaux profondes, on ne trouvera pas forcément. Hein. Mais comme c'est pas un lieu matérialisé, c'est des histoires de portails. C'est par des portails interdimensionnels. Qu'il ne s'agit pas de chercher réellement quelque chose de tangible. Hein. On peut faire des fouilles archéologiques, on ne trouvera pas forcément. Ce n'est pas forcément lié à de l'Atlantide, mais c'est lié à d'autres civilisations anciennes d'humains. Mais après l'Atlantide. C'est même pas une question d'après, mais alors oui, ce sont des anciennes civilisations qui étaient plus en lien avec l'Atlantide. Qui eux avaient, ces civilisations-là avaient peut-être des informations plus moins parasitées. Ah, c'est ça qui me vient, plus direct. Et puis au fil des siècles, et des siècles, des millions d'années, des millions d'années, et encore plus, et au-delà des milliards d'années, ça s'est perdu, ça s'est transformé. Ah, mais il y a comme s'il y avait aussi eu des coupures,
ouais, il y a eu des coupures. Il y a eu des raccordages mal. C'est pas toujours cohérent. C'est bizarre, comme s'il y avait eu des choses forcées, des choses qui sont venues s'intercaler, des choses complètement fausses. Parfois, c'est tellement transformé que c'est à l'opposé de ce qui est. C'est tout l'inverse qui est présenté. Je n'ai pas de choses précises, mais c'est vraiment ce que j'entends. Bien. Et qui ou quoi a donné naissance à ces fausses théories? Est-ce que tu perçois quelque chose? En fait, dans les guerres, je vois des êtres sombres, des êtres belliqueux, mauvais. Enfin, ah oui, c'est pas du tout lumineux. Ils sont intervenus pour couper, pour combattre. Et combattre. Oui, dominer des territoires, dominer des espaces, étendre le pouvoir. Mais là encore, c'est pas des territoires terrestres, continents, c'est pas ça. C'est vraiment domination. Et voilà, eux, ces êtres-là, sombres, ont voulu couper complètement pour s'emparer des humains. Et tu peux le décrire, ces lettres, à part comment ils sont? C'est mauvais ou non Ils sont lumineux? pas, Pardon? pas beaux, pas beaux. Pas beau. Tout sombre, des petits yeux. Bon, je crois que j'ai pas tellement envie de les regarder. Oui. Ils sont l'apparence humaine? Bon, je sais pas. Ils ont une grosse tête. Ils sont massifs. Massifs. Eux sont pas lumineux, ils sont lourds. Donc, je les vois plus voilà, dans quelque chose de lourd, gluant. Oui, maladroit, mais comment dire? Maladroit dans le sens brusque. Oui, c'est ça, brusque. Ouais, c'est... Bon. Okay, on peut dire d'autres choses par rapport à eux? Oh non, que perçois-tu? Il faut les servir. Ouais, c'est ça que je vois, il faut les servir. Ok. Et ces théories ont-elles un but? Ces fausses théories? C'est quoi leur but? Les fausses théories liées à l'Atlantide. Oui. Là encore, il y a une bataille entre les êtres de l'Atlantide qui transmettent ces informations pour élever, et de l'autre côté, il y a aussi des informations transmises par les êtres sombres pour... eux ne veulent pas l'élévation de l'humain, puisqu'ils veulent garder le plus grand nombre pour être servi. Si l'humain s'élève de plus en plus, l'humain va pouvoir se détacher, se libérer de ces êtres sombres, et comme s'il y avait cette bataille. Donc, pour faire croire, c'est une manière, voilà, de garder aussi les humains, que de transmettre des informations erronées ou
pour comme une carotte, hein, on fait avancer comme ça te dit, ben, tu es dans une quête qui aura du sens pour toi, qui prend du sens pour toi, et tu peux passer toute ta vie comme ça. Et en étant dans cette quête, c'est vrai que ça crée de l'énergie, parce qu'il y a aussi des émotions, on peut se sentir, ça c'est formidable, c'est extraordinaire, on découvre des choses, on va s'élever. Mais au bout, c'est pas ça. C'est peut-être ce qu'on appelle la fausse lumière, la fausse croyance ou la fausse spiritualité. Ah oui, comme si, voilà, là c'était inversé. On fait croire qu'on va sur le bon chemin, mais en fait on va tomber dans un précipice. Donc ça doit être ça l'intérêt de ces parasitages ou de ces virus qui sont envoyés dans les informations transmises. Mm. Mhm. Bien, on va passer à la question suivante. Les informations que tu perçois sur l'Atlantide, à quelle époque remontent-elles? Qu'est-ce que tu perçois par rapport à cette question? Oh là là, moi je vois comme si c'était projeté très 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 loin. Hein, comme si j'étais voilà, aspirée ou voilà, envoyée dans quelque chose de très 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 loin, que l'humain ne peut pas compter. Mhm. Euh, Parce qu'en fait, bah, il n'y a pas de temps là, c'est là. C'est une autre manière de compter peut-être. C'est pas, oui. À Mhm. l'échelle humaine, ça ne peut pas se compter. En temps, c'est une autre échelle. Plus, Mhm. plus élargie, plus, ah oui, immense. Moi, j'ai l'impression d'être rikiki, toute rikiki. Ah oui, quelque chose de vraiment immense. Mhm. Bien. Euh, Caroline, connecte-toi à la création d'Atlantide et dis-moi ce que tu perçois ou ce que tu visualises. Création de l'Atlantide. En fait, je vois des arrivées. Euh, Ça débarque. Ça débarque, oui, sur la Terre. Peut-être, oui, on peut les appeler des vaisseaux, des véhicules. Ça vient en masse. Il y a de l'installation. Parce que la Terre est fertile. Ah, cette Terre est abondante. Parce qu'ils se rendent compte qu'elle a tous les éléments, la richesse de cette planète. Une constitution si variée et s'y installe. Alors bon, je vois, en fait, il se passe beaucoup de choses autour, dans les galaxies. Ça circule beaucoup. Mhm. Des voyages, des trajets, alors, comme si à la fois il y avait beaucoup d'échanges, mais il peut y avoir aussi des conflits.
Mhm. Est-ce que tu peux géolocaliser où réside Atlantide? Géolocalisé où se trouve l'Atlantide? Oui. Ah non, parce que c'est pas un lieu précis. Mhm. Et moi j'entends époque, une ère, Mhm. ou Mhm. un moment. Euh, oui, où il y avait voilà cette façon de vivre si légère, si aérienne, très très bien pourvue. C'est de la matière transparente, beaucoup d'énergie qui circule. Mhm. Nous, on pourrait traduire en haute technologie, mais c'est tellement fluide. Je ne vois pas forcément des grosses machines, des circuits, des fils. C'est pas ça, c'est presque, ah oui, cette haute technologie, en fait, elle fonctionne beaucoup par l'énergie. Une énergie constante. Mhm. Ok, bien. L'Atlantide existait dans les ici et maintenant? Oui ou non? Ah oui, dans une autre dimension. Mhm. Bien. Mhm. Que perçois-tu ou visualises-tu au sujet de son existence actuelle alors? Ah bah c'est là où je suis, hein. Ça doit être ça que je vois là, cette belle citadelle. C'est tellement tranquille. Il y a des constructions instantanées. Il y a des créations instantanées. Il y a la Mhm. citadelle, mais en même temps autour, c'est verdoyant. Il y a des... Oui, il y a aussi la faune et la flore. Mhm. Et ça rayonne. Mhm. Ce qui se fait là permet aussi un rayonnement, une circulation de l'énergie. Ah, et en fait, toujours ce tunnel, une espèce euh, de faisceau lumineux. Mhm. Euh, D'autres questions? Y a-t-il un lien entre l'Atlantide et la théorie des anciens astronautes? Oui ou non? Alors, qui sont ces anciens astronautes? Non, je ne les vois pas venir de l'Atlantide, ou alors pas directement. Non, c'est pas. Moi, je les vois pas de là. Ils sont d'ailleurs. Mhm. Bien. Euh, D'autres questions? L'Atlantide, la Lémurie et la Grande Tartarie ont-elles quelque chose en commun? Oui ou non? Oui, comme si c'était en fait des différents groupes.
qui ensuite se sont installés et ont, est-ce que je peux dire évolué, développé différemment. Et là aussi, c'est des époques, ou peut-être des cycles. Quand une époque est terminée, un autre cycle, et ainsi. Bon, il n'y a pas vraiment une chronologie. C'est pas comme si la Lémurie venait après l'Atlantide, mais comme si quand même il y avait quelque chose qui s'est transformé de cette façon. Ah, alors, en fait, ce que je vois, c'est, d'accord, ça se précise peut-être comme ça. Il y a une partie qui est appelée Atlantide sur un lieu. Là aussi, des habitants avec une manière de vivre qui leur permettait d'être bien, évolués, sophistiqués, d'être bien. Il y avait la paix. Ah oui, c'est ça, la paix. Pour ah oui, parce que quand même, il fallait un peu reconstruire, comme il y avait eu des guerres, rétablir. Il fallait rétablir. Et donc, ils se sont installés un temps. Et là encore, ça, je vois une partie qui reste, une partie qui s'en va. La partie qui reste continue, se développe, voilà, fait ce qu'il a à faire. Et là, voilà, ça rejoint la Lémurie. Et une autre partie, je la vois qui rejoint la bulle de l'Atlantide. Alors c'est peut-être ça les niveaux de dimension. Parce qu'à ce moment-là, le portail était très facile à passer. Ah oui, il y avait le choix. On leur donne le choix de rester ou d'aller à Atlantide. Pas sur Atlantide, pas sur, mais d'aller à Atlantide. Mais au niveau de commun, des choses en commun entre les trois, est-ce que tu vois d'autres choses? Tu perçois d'autres choses? Ah, ils ont transmis les savoirs, les connaissances, le savoir-faire, des savoir. Oui, transmis, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça continuait à vivre ainsi, mais après ça s'est perdu. En fait, ce que je perçois aussi, c'est une densification. Ça s'est alourdi, il y a quelque chose comme ça qui, et il y a eu des pertes de connexion, de savoir, de choses qui étaient naturelles et qui ont eu vraiment perdu. Une fluidité qui, oui, qui a été oubliée, oubli. C'est ça, la mémoire s'est perdue aussi. C'est parce que ça s'est tourné vers d'autres choses. Oui, vraiment, c'est la densification, l'alourdissement qui vraiment s'impose là. Bien. D'autres questions? Y a-t-il une relation entre l'Atlantide et le grand déluge?
Oui ou non? Si oui, quelle relation? Oui, en fait, je vois, oui, des eaux qui montent, qui viennent casser et fracasser la terre, qui se disloquent. Mais là, c'était, je dirais presque à la fin de la civilisation atlante, mais c'était déjà en déclin. Il y avait déjà eu des ruptures, des divisions. La terre, je vois la terre qui se coupe. Mais en fait, l'image que j'ai, c'est la sphère, la terre qui se coupe en deux. Comme lorsqu'on casse une coquille d'œuf, ça s'ouvre. Et c'est ça. Et c'est ça les grandes eaux qui cassent tout, qui viennent fendre voilà, en profondeur. Mhm. Mais c'est lié aussi aux guerres, aux conflits. Il y a des armes tellement puissantes, parce qu'ils ont ça. L'idée, c'était l'ultime, l'ultime arme, et pourtant ils n'étaient pas tous d'accord parce que c'est pour ça que tout à l'heure je disais, oui, j'entendais des divisions entre eux aussi. Ils n'étaient pas tous d'accord entre eux. Euh, le prix à payer pour chasser l'ennemi ou pour arrêter ces guerres, c'est pas de tout détruire, hein, comme si voilà, il y avait. Sinon, ça détruit la terre aussi. Mhm. Et Et après le déluge, le grand déluge, ils sont tous disparus ou il y en a une partie qui s'échappait? non, ils n'ont pas tous disparu puisque c'est là où il y a eu aussi euh, des différents groupes. Ils ont été séparés. De toute façon, déjà avant, il y avait comme il y avait ces dissensions, ça se divisait en clans ou en alliances. Euh, et alors, ça se dispatchait. Et ceux qui ont pu. Et c'est pourquoi certains sont vraiment partis, ont quitté la Terre, partis. D'autres sont restés, ont fait le choix de rester. Et ont voulu reconstruire, mais c'est peut-être là où ils ne pouvaient plus rester tous sur la Terre en étant matérialisés. Et ils ont décidé oui, c'est ça, se mettre sur une autre dimension. Et en même temps, je vois ça se fait pour eux naturellement. Simplement, ils passent le portail et voilà. C'est-à-dire que passant voilà, peut-être d'un corps plus dense, hop, ils passent le portail et ils sont plus Mhm. aériens. Là, c'était possible pour eux. C'est pour ça qu'il existe toujours, les Atlants, ou non? Est-ce qu'il Dans, existe toujours de maintenant? oui, dans cette autre dimension, une haute dimension, et Mhm. euh, ceux qui, ceux qui restent sur la Terre, voilà, ont donc ont constitué une civilisation, des civilisations, et ça s'est Mhm. développé de cette manière. Mhm. Mais ça, Bien. c'était il y a tellement longtemps, parce que je vois toujours quelque chose de très. Je vois
comment le dire? C'est une ligne, mais c'est peut-être pas la bonne image. Je sais très 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 loin. Je peux que le dire comme ça, une ligne très loin. Mais c'est là, comme si. Alors peut-être en mots humains, ça peut se dire comme ça. C'est une civilisation ancienne? Atlantide. Il était créé par les humains ou non? Qui a créé cette civilisation? Est-ce que tu perçois quelque chose par rapport à ça? C'est pas des humains qui ont créé, non, ça vient des Atlantes, des autres êtres intergalactiques. Parce qu'en fait, ce qu'on appelle Atlante, il y a d'autres êtres, ils viennent d'ailleurs, d'autres, comment dire, on peut dire planètes. Et planète, c'est vrai que si on dit planète, on a tous l'image d'une sphère. C'est pas forcément une sphère. Est-ce que ces êtres, ils avaient des vibrations particulières, les Atlants, au niveau de leurs vibrations? Mais c'est magnifique. Moi, je vois toujours beaucoup de lumière, pas tous alors, parce que certains sont extrêmement lumineux et puis d'autres ont été alourdis. Pourquoi ont été? Peut-être qu'à la base, ils n'étaient pas si alourdis. Enfin, si, c'est vraiment très. Il y a quelque chose comme ça, tellement. Je pourrais presque me dissoudre et les laisser aller à. Voilà. Mais en même temps, je disparais pas. C'est quand même là. Et puis, d'autres sont densifiés là aussi. Et alors, plus on se densifie, plus la vibration, elle diminue. Hein, comme si la luminosité, elle s'atténue. Et c'est ça. Et alors là, bah, là, je vois les êtres sombres. Là, ils sont tellement lourds que c'est un amas lourd. Et oh là là, je me sens lourde là d'un coup. Ça, pas de lumière qui passe. Ah, je vais retourner à la lumière parce que c'est mieux là. J'espère mieux. Oui. Est-ce que si les Atlants existent toujours, est-ce qu'ils invoquent toujours le message à Oui. nous, aux humains? Ah oui. Oui. On peut capter ces messages? Si, mais en Recevoir? fait, il faut arriver à nettoyer pour avoir l'essence. Il faut faire attention. D'ailleurs, eux-mêmes disent attention parce qu'ils savent bien que parfois il y a des saletés qui s'accrochent. Hein, voilà, c'est comme pour trouver le diamant, c'est d'abord une pierre toute noire, un charbon presque que il faut nettoyer, il faut purifier. C'est pas forcément travailler dessus, hein, c'est en avoir conscience. Ah, c'est ça, c'est la conscience. Plus on a conscience de ça, et plus le nettoyage peut se faire vite. Et cette civilisation était très développée spirituellement ou techniquement, ou les deux? Qu'est-ce que perçois-tu par rapport à ça? Très évolué techniquement, mais très évolué dans tous les domaines.
Mhm. Très évolué, oui. Dans les domaines de l'humain, on va dire, sont très évolués. D'abord physique, vraiment cette transparence qui laisse passer la lumière et l'énergie qui circule avec tellement de fluidité et entre dedans et dehors, mais il n'y a même pas de dedans et dehors, ça circule, il flotte, il vole, tout flotte, tout vole. C'est euh, c'est vrai que moi je les vois en forme comme ça, élancés, mais en même temps, ils ne sont pas forcément de cette forme, hein. Et hop, Mhm. euh, ça, la création, elle est là, hein. C'est ah, tiens, j'ouvre ma main, oh, j'ai une magnifique fleur. Mais c'est vrai que je peux. Et il n'y a pas de maladie. Bah non, parce que la maladie, ah oui, c'est la densité, c'est la matière. C'est tellement aéré. Il n'y a pas besoin de parler. Je sais même pas s'il y a de la pensée. C'est hop, ça circule comme ça. Mhm. C'est Est-ce que cette civilisation laissait les traces matérielles, les constructions ou d'autres signes sous la terre pour les humains ou non? Ou ils sont complètement disparus ou passés à l'autre dimension aussi, toutes les traces? alors c'est pas du tout la même forme. Ce sont les connaissances et les savoirs qui ont été transmis, mais après, ça a été construit selon la compréhension, la conscience, le- le- les capacités de chaque civilisation. Donc, à l'état originel, ce n'est plus dans la dimension la nôtre. Mais dans leur dimension, eux, ils sont toujours dans leur environnement. Ils continuent, même si, ah oui, c'est moins. Ah, ils ont quand même perdu beaucoup d'énergie, de sources Mhm. d'énergie pendant les guerres. Grand déluge a aussi. C'était vraiment un cataclysme. Oui, ils ont perdu aussi. Ils font avec ce qu'ils ont. Ils arrivent à auto-alimenter, à entretenir. Mhm. Et ah oui, c'est pour ça que plus il y aura un grand nombre pour les rejoindre, plus ça va s'expandre. Voilà pourquoi j'ai toujours cette vision de la bulle qui s'élargit. Et Mhm. ainsi, ça va remonter encore plus. Donc ça se fait patiemment, en temps voulu, tranquillement, parce qu'ils savent que ça va arriver à là. Et ils transmettent cette information, mais l'humain capte. C'est peut-être pour ça que parfois l'humain le sait ou a, comment dire, ce que, ou la foi, mais c'est pas du tout la religion, c'est juste, euh, oui, c'est là, on va vers là. Mhm. Est-ce que l'Atlantide est liée géographiquement à mer Méditerranée ou Gibraltar ou non? Oui ou Non, non? non, non, non. Mhm. Mhm. Et les constructions en Amérique latine ou Amérique du Sud, Machu Picchu, est-ce qu'ils sont liés avec cette civilisation ou d'autres, les pyramides? Non, moi je vois pas. Mhm. Bien.
Mhm. Euh, Est-ce que tu peux nous décrire l'apparence, les Atlantes, si tu les vois? Comment ils étaient? Longiligne, transparent, pâle, transparent. C'est même pas pâle, il n'y a pas de couleur, et presque ici, toutes les couleurs. Comme la lumière, elle passe, et il y a des variations, des nuances à la fois nacrées et en même temps, c'est tellement diffus. Mais là encore, c'est moi qui donne cette forme. Je vois cette forme, mais j'entends, c'est pas notre forme. Comme c'est presque, plus ils se donnent une forme et plus ils vont être densifiés. Donc, s'ils veulent pas trop s'alourdir, ils vont éviter de trop se donner une forme. Alors cette forme, elle doit rester aérienne, fluide, malléable. Oui, c'est ça. C'est presque, je souffle dessus, hop, ça s'évapore et hop, ils reviennent. Ah, c'est marrant. Je sais pas si c'est eux qui rigolent ou si c'est moi, mais comme j'ai soufflé dessus, tu vois, Ils ça changent reste- l'apparence? et voilà, ils sont et hop, ils reviennent parce que comme si, bah, ah oui, eux, ils n'arrivent pas à souffler. Parce que ouais. Mhm. Parce que mon souffle, c'est la matière pour eux. Oui, c'est ça. Bien. Et bah, ils sont. Je sais même pas s'ils ont des yeux. C'est pas la peine presque. Hein. Mhm. C'est pas la peine d'avoir des doigts, des pieds. C'est pas la peine. Hein. Mais ils peuvent trouver cette forme. Hop, ils peuvent la prendre, cette forme. Si je montre ma main, hop, ils vont prendre. C'est comme comment on les appelle, là, les métamorphes. Hein. Et Mhm. c'est assez possible. Hein. Et oui, la forme, tiens, il y a la forme d'une chaise, je peux m'asseoir, mais hop, après, ça prend une autre forme et ça peut être un lampadaire. Hein. Mhm. Il n'y a pas de, peut-être même qu'il n'y a même pas d'organe, puisque c'est cette transparence-là, ou alors c'est leur peau qui réfléchit tellement à la lumière que ça donne une impression de transparence, mais en même Mhm. temps, il n'y a pas d'organe. Mhm. Mhm. Bien. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ceci? L'histoire de l'Atlantide, est-ce qu'elle provient des archives des prêtres l'Égyptien? Oui ou non? Prêtres l'Égyptien, ils avaient l'archive. Est-ce que l'histoire de l'Atlantide provient de là? Pour les humains. Ah, pour les humains. Oui, c'est pour les humains. Mais ça m'a l'air un peu faux tout ça. Euh, Mhm. C'est pas ça, ou ça. non, ça sonne pas juste pour moi. Mhm. Bien. Mhm. Est-ce que tu vois d'autres choses par rapport à l'Atlantide? Est-ce que tu perçois quelque chose autour de toi, un message, une connaissance? Alors, il nous encourage à élever, vraiment élever notre conscience et notre grande conscience, parce que l'humain, on parle de conscience dans la vie de tous les jours, mais c'est pas ça. C'est vraiment la grande conscience avec le cœur. Mais le cœur, l'humain traduit cœur, Mhm. vraiment l'intérieur, hein, parce que c'est à l'intérieur
Et en fait, ce que je vois, c'est comme s'il y avait un fil comme ça, transparent, qui reliait chaque humain à l'Atlantide. Mais là encore, selon l'état de chacun, ce fil est plus ou moins euh, clair ou encombré. Et c'est ça, Mhm. c'est vraiment s'élever de plus en plus. Et c'est vraiment vers là que nous allons. Et c'est ça. Et c'est ne pas Mhm. s'attacher à ce qui se montre là. C'est pas ça. Attention à l'illusion, même l'illusion de la peur, euh, qui vient encrasser. Oui, c'est ça. Plus on va s'attarder sur ces illusions, plus notre fil s'alourdit. Et alors, attention, plus il s'alourdit, plus il se rigidifie, plus il risque de casser. Et si c'est cassé, on Mhm. du mal à. J'allais dire on est perdu, mais c'est. Ils ont Mhm. être affolés, hein, même en me montrant ça. Presque, ils me disent non, mais c'est pas grave, hein. Euh, ça peut se faire autrement. Bon, Oui. ils sont très optimistes. Alors, on va se rencontrer peut-être un jour avec Ah les oui, oui, Atlantes. c'est ça. S'il existe toujours, il nous attend dans une autre dimension. Ah oui, ils sont là. Ils me disent ah, mais on est là, on est là. Très bien. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter que tu perçois par rapport à ce sujet ou... Eh bien, je sais pas, c'était En tout cas, vraiment. c'est très Voilà, intéressant. je les remercie, mais vraiment profondément. Remercie profondément de nous tous pour ce message et pour cette permission d'explorer cette investigation. Voilà, est-ce que c'est fait? Bien. Maintenant, Caroline, je vais compter de 1 à 3 et tu vas te déconnecter de tout à mon 3. 1, tu vas retrouver ton corps rempli d'énergie, ton meilleure énergie. Ton corps est très fort. Les muscles sont très forts. 2, le sang commence à circuler dans tes veines et tu as une sensation très agréable. Tu es bien, détendu, calme, très heureuse. Tu te sens très très bien. 3. Déconnecte-toi, Caroline. Déconnecte-toi de tous et tout. Ouvre les yeux. Ah là, c'est. Déconnecte-toi. Comment tu te sens? Ah là là, mais bien, très très bien. Oh là là, c'est formidable. Ah, Magnifique. et- ah là là, j'ai vraiment une nouvelle énergie. Waouh, top. C'est vrai. Bon retour. Ah là là. Ah, Voilà. C'était très intéressant, cette oui, exploration. oui, oui, vraiment. Waouh. Voilà. Je te remercie, Caroline, toi et tous les gens qui ont participé à cette aventure. Et à la prochaine fois. Merci beaucoup. À Au bientôt. revoir, Caroline. À bientôt. Merci. Au revoir. Della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà
non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi
Il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso
di un 3, di un 2-3%. Immaginate tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale
caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.